Je vous propose qu'on commence en attendant les retardataires. Écoutez, merci d'être là avec nous. Et surtout, bravo d'avoir bravé, d'avoir bravé les différentes épreuves qu'il y a déjà dans le titre, puisqu'on va parler de tempête, de fragilité et d'imprévisibilité, qui sont quand même pas des situations qui nous mettent très à l'aise. Donc déjà, je salue votre courage d'être venu pour écouter ça. Je vais rapidement me présenter, puis je vais laisser la parole à Romain pour faire de même. Donc moi, mon travail, en fait, c'est d'aider les dirigeants à justement tirer profit des tempêtes. Donc je le fais dans l'environnement de l'entreprise, dans l'environnement militaire, dans l'environnement des associations. Et parallèlement à ça, j'enseigne le courage, la complexité, la gestion de problèmes complexes à l'ESCP, et j'écris des livres sur le sujet. Voilà, en gros, d'où je parle. Et je te laisse la parole. Oui, c'est le micro marche. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Romain Roy, je suis le fondateur dirigeant de Greenwiz, qui est une place de marché de la consommation responsable qui existe depuis 2008. Donc 2008-2025, vous voyez que c'est très vieux comme moi. Et donc du coup, comme j'ai traversé beaucoup de tempêtes, certaines bien et certaines moins bien, on m'a demandé de venir apporter mon témoignage à la brillante conférence de Violette. Voilà. Brillant, là tu te regardes, mais on verra. En tout cas, on va aborder 3 sujets, parce que le sujet, le leadership dans la tempête, les stratégies antifragiles dans un monde redevenu imprévisible, finalement, ça pose 3 questions. La première question que ça pose, c'est quoi vraiment une tempête? Et est-ce qu'on a raison de considérer que les tempêtes qu'on vit aujourd'hui sont différentes de celles d'avant, ou est-ce que juste c'est la vie du business? Et plus particulièrement dans le cadre du e-commerce. Donc ça, je dirais, c'est la première question, définissons ce qu'on appelle tempête, versus juste la vie d'un entrepreneur ou d'une entreprise. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est stratégie antifragile. C'est quoi le rapport avec la résilience, avec la croissance? Est-ce que c'est vraiment un concept en tant que tel, ou est-ce que c'est une idée un peu marketing? Et donc ça, on va essayer de les définir ensemble. Et la troisième question, c'est quoi le leadership dans ce contexte-là? Qu'est-ce que ça change dans ma façon de diriger, dans ma façon de décider, le fait d'être dans un nouveau contexte? Donc c'est vraiment les 3 points qu'on va aborder. Et à l'issue d'un exposé rapide d'une quinzaine de minutes, j'interrogerai Romain pour voir vraiment concrètement, déjà, parce qu'il dit qu'il a eu des tempêtes, mais est-ce que c'est le cas? Peut-être pas, en fait. Donc ça sera le premier sujet. Deuxième chose, quelle stratégie il a mis en place, très concrètement, ce qui a marché et pas marché, et qu'est-ce que ça change dans sa manière de décider? Voilà à peu près. Et vraiment, n'hésitez pas à nous interrompre. Vous avez des questions, des points, vous levez la main. Et puis voilà, c'est l'avantage d'être en petit comité. Donc sur le premier point, parlons d'abord des tempêtes. Alors si on se disait, prenons un exemple de ce qui pourrait advenir, demain il y a tellement d'attaques, de cyberattaques sur les sites, notamment avec l'IA, je suis capable de reproduire chacun de vos sites e-commerce en quelques clics, et en tant qu'utilisateur de vos sites e-commerce, je ne suis plus du tout capable de voir la différence entre un vrai site et un faux site. C'est-à-dire qu'on est sur des stratégies beaucoup moins grossières que ce qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de confiance dans cette interface? Voilà, c'est les exemples des fausses pubs qui envahissent les réseaux sociaux, très simple. Je mets de la publicité, je crée un faux site, je prends l'argent, je pars, et demain, à un moment, je veux retourner en magasin physique pour vérifier ce qui se passe. Donc ça, c'est un exemple de crise. Autre exemple, qu'est-ce qui se passerait si sur mon marché, il y avait un nouvel entrant qui n'a pas du tout la même structure de coût, qui est capable de produire 100 fois moins cher, sans TVA, sans normes, et rentrer sur mon marché pour quelque part prendre mes parts de marché dans un contexte où le pouvoir d'achat est quand même plutôt un enjeu. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des acteurs qui, en tout cas, on n'est pas sur les mêmes règles. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde globalisé. Troisième idée, qu'est-ce qui se passerait si toutes mes datas, puisque je conduis, j'utilise peut-être de l'IA, forcément du big data, des analytics, qu'est-ce qui se passerait si mon provider, la personne qui stocke mes données, du jour au lendemain, me coupait l'accès à ces données? Voilà, ça c'est les flux de data aujourd'hui par pays, vous voyez vers où ils vont. Alors on peut se dire, attends, science-fiction, rappelons que l'Ukraine a été aveugle pendant quelques jours, suite à un changement de mandat. Rappelons qu'à un moment, si vous aviez des activités de retail en Russie, tous les systèmes de paiement en moins de 24 heures ont été coupés. Voilà, donc c'est peut-être une des crises. Prenons l'idée de se dire qu'on soutient tous, effectivement, je pense qu'on est tous conscients des enjeux écologiques, mais qu'il y ait des nouvelles réglementations qui arrivent et qui, quelque part, soient très, très difficiles à mettre en œuvre, mais avec de la bonne volonté, vous coûtent assez cher. Voilà, ça c'est un exemple. Mais demain, ça pourrait, la CSRD a un peu de plomb dans l'aile, mais néanmoins, c'est des choses qui pourraient vous impacter. Donc vous voyez que, à travers ces exemples, qui sont
vraiment, je dirais, une goutte d'eau parmi l'océan de tempête qui peut arriver, on voit qu'on a des crises qui, tout d'un coup, contrairement à avant, sont polymorphes. Elles ont une composante économique, elles ont une composante géopolitique, elles ont une composante technique, etc. Donc on n'est plus totalement dans le même monde puisqu'on est dans un système de polycrise. Alors est-ce que la bonne question c'est de savoir les tempêtes qui vont arriver, parce que par définition on n'en sait rien, ou est-ce que la bonne question c'est de comprendre en fait le cadre dans lequel ces tempêtes arrivent et quelles sont leurs origines et pourquoi on est dans cette situation? Vous l'avez remarqué, alors je pense que vous connaissez pour la plupart l'acronyme VUCA, un monde volatile, incertain, complexe, ambigu. Ça, de toute façon, vous regardez BFM, ils en parlent tout le temps. BANI, c'est pour dire B pour brittle, fragile, A pour anxiogène. Je pense que, alors, brittle, je pense que l'exemple de Thomas Cook est intéressant. Anxiogène, je pense que vous voyez à peu près le taux de burn-out ou de burn-out dans vos équipes. Et le risque psychosocial est clairement là. Non linéaire. Je pense que l'IA, c'est un très bon exemple. Et incompréhensible, je pense que vous avez beaucoup de cas où vous dites « je ne comprends pas ce que veulent les gens, je ne comprends pas ce que veulent mes usagers ». Donc vous voyez que ça, c'est en fait quelque part le nouveau monde. Donc pour vous donner des exemples, en tout cas de ces acronymes, le coût du fret qui explose après l'invasion de l'Ukraine. On vous invite à travailler avec plein de startups, plein de partenaires. Ouais, ce qui est dommage, c'est qu'il y a plus de 70% dans les faillites de startups aux États-Unis. Donc avec qui je travaille, sachant que demain, ils peuvent ne plus exister. Si vous avez choisi un modèle sur la marketplace et que les algorithmes changent, vous ne savez plus comment votre marque va être visible, pas visible. Vous avez sur la partie éthique un certain nombre de sujets. Donc les gens disent oui, moi je veux vraiment contribuer, acheter français, etc. Mais à la fin, ils vont quand même acheter sur des plateformes où c'est 4 fois moins cher. La multiplication des moyens de paiement, ça c'est aussi pas mal comme sujet. La multiplication des canaux de paiement, l'IA dont tout le monde parle, mais donc finalement, où est-ce que je dois investir, qu'est-ce que c'est, quelle IA, quel prestataire, etc. Ça c'est vraiment le monde dans lequel, en tout cas, l'e-commerce évolue aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est d'aller encore un pas derrière et de se dire, mais pourquoi on est dans cette situation? Et là, en fait, pour le coup, il y a un relatif consensus dans la recherche, et notamment parmi les historiens, qui disent finalement, notre civilisation, il y a toujours des paradigmes. Ces paradigmes, ils durent environ 500 ans. Le moment où on change de paradigme civilisationnel, ce qui est notre cas, aujourd'hui on sort de l'ère moderne, il y a ce qui s'appelle un intercycle. Un intercycle, c'est une période qui va durer entre 10 et 30 ans. Dans lequel, en fait, il va y avoir toute une série de crises qui se cumulent, des crises à tous les niveaux, économiques, politiques, idéologiques, militaires, etc., et qui, pendant 30 ans, vont être une formidable chance si on sait saisir les opportunités qu'elles représentent. Parce que c'est des périodes extrêmement fécondes. Ce qui est important à retenir, c'est que le prochain paradigme n'est pas écrit. Et ça c'est très important, le futur à venir n'est pas écrit. Par contre, ce qu'on sait avec certitude, parce qu'on a quand même l'antériorité, c'est que le monde qui s'imposera sera celui qui aura mobilisé le plus d'énergie. Et ce qu'on sait, c'est qu'une grosse réserve d'énergie est dans les entreprises. Et au sein de ces entreprises, dans le e-commerce. Donc c'est important juste de dire que quand j'entends des gens me dire « bon, là, il y a eu la pandémie, mais ça ira mieux l'année prochaine », absolument pas. En fait, on est dans un mode, dans un intercycle, et on va voir, rassurez-vous, je vous l'ai dit, parce que le but, c'est quand même pas d'être tous déprimés à la fin de ça. Le but, en fait, c'est de voir comment on fait une chance et du coup, comment on développe une stratégie antifragile. Qu'est-ce que ça change pour le leadership? Déjà, c'est que, en fait, c'est pas un sprint. C'est-à-dire l'idée de dire, là, on met un coup de collier en 2025, puis 2026, ça sera plus calme. C'est pas vrai. C'est un marathon. Ça va durer. Donc, c'est pas les mêmes ressources, vous voyez rien que sur la physionomie des coureurs. Deuxième chose, c'est qu'il va falloir penser systémique. Comme je vous disais, les crises aujourd'hui, la frontière entre le géopolitique, l'économique, l'idéologique, l'environnemental, elles sont poreuses. Donc il va falloir absolument dire, OK, plutôt que de dire j'ai mon entreprise avec mes clients, penser complètement dans le système. Et ça, c'est différent parce qu'on n'a pas été formé à ça. La troisième chose, et peut-être la plus importante, c'est que le leader d'aujourd'hui, c'est plus quelqu'un qui va choisir, c'est quelqu'un qui va décider. Choisir, c'est ce qu'on nous a appris un peu à l'école, ou les méthodes McKinsey. Donc j'ai 5 options, je vais tout documenter, je vais voir les pour, les contre, j'ai plein de données, puis je vais faire un choix rationnel. Ça serait génial si on était dans un monde linéaire. Mais dans un monde volatile et incertain, ça ne marche pas. Décider, c'est mobiliser ses forces vers une direction, alors qu'on n'est pas certain qu'on fait le bon choix. Voilà, ça fait un peu peur parce que forcément, on doit prendre des responsabilités. Alors là-dedans, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y a des stratégies pour lutter contre ça. Aujourd'hui, on nous a beaucoup parlé la première stratégie à ne pas suivre, c'est d'être fragile. Thomas Cook, Covid, tac, château de cartes, ça s'écroule. Pourtant, c'était quand même censé être assez robuste. La deuxième stratégie, c'est des stratégies qu'on appelle de résilience. Il y a un choc,
et je vais être capable de résister. Ça, c'est typiquement ce que font les banques traditionnelles face aux fintech. Elles résistent. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une rente, elles ont un portefeuille, etc. Aujourd'hui, Revolut, pour une banque, c'est à peu près 300 millions d'euros de flux qui partent chez Revolut. Et la résilience, là, est dangereuse parce que je n'ai pas besoin de me transformer. Mes chiffres d'affaires vont bien. Donc, je résiste, mais je ne tire pas profit de ce qui est en train de se passer. La troisième stratégie, c'est la stratégie de l'antifragilité. L'antifragilité, c'est que les chocs vont me rendre plus fort. C'est exactement le principe du vaccin, de l'effort physique, etc. Ça, c'est typiquement, je pense que Shine dit, il y a une volatilité dans les comportements d'achat, les gens changent d'avis tout le temps, je suis capable de faire de l'hyper-personnalisation, de l'hyper-production très, très, très rapide. Je tire profit de ça. C'est effectivement, pour le coup, le e-commerce au moment de la pandémie, où on a accueilli des nouveaux acheteurs qui ne s'étaient jamais connectés, n'avaient jamais fait un paiement en ligne. Alors, comment on fait pour, quelque part, devenir antifragile ? Alors, il y a plein de stratégies, il y a plein d'éléments, mais moi, je voulais insister sur 3 éléments. Le premier, c'est se préparer à ne pas être préparé. L'illusion de croire qu'on sait de quoi demain est fait et qu'on peut faire plein de modélisations, etc., ça ne marche pas. Et donc, ça nous met sous stress. Essayer de rassurer les gens en disant « T'inquiète, on sait ce qui va se passer », ce n'est pas une bonne idée. Parce que le stress n'est pas forcément négatif, à condition de changer sa méthode d'entraînement et de fonctionnement. C'est ce qu'a fait la Marine nationale en disant « Face au retour des guerres de haute intensité, on ne sait absolument pas par où ça va venir. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place ce qu'on appelle le commandement par intention. Je sais qu'à un moment, mon navire peut être complètement coupé de son état-major, c'est-à-dire que je ne vais plus être capable d'interagir ou d'avoir des instructions. Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais juste dire, voilà ta mission. Je vais être super claire sur la mission. Et je vais dire, maintenant, je te fais confiance. C'est toi qui es au plus près de la décision. Tu maîtrises ton objet technique et tu vas être capable de travailler. Donc, commandement par intention et subsidiarité, c'est-à-dire qu'on décentralise les décisions pour permettre d'être au plus proche du terrain. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Alors, comme ça a l'air facile. Mais en théorie, ça induit de penser le risque, de penser l'erreur, de penser l'échec, de penser la confiance et de penser l'autonomie. La deuxième chose, donc c'est vrai que si je me rends compte en lisant ma présentation que c'est quand même que j'ai un champ lexical extrêmement militaire, c'est la question, je dirais, faire du renseignement. C'est le traitement de l'information. L'information, vous avez énormément de data, vous avez des feedbacks clients, mais il va falloir peut-être penser en systémique, c'est-à-dire aller collecter de l'information ailleurs. Il y a plusieurs choses. Pourquoi on fait ça ? C'est pour sortir du déni de réalité. Le déni de réalité, il a 2 formes. Première forme, j'ai pas pensé que cet incident pourrait arriver. C'est le signe noir. Donc là, c'est toujours se dire, ok, je vais essayer de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait me tuer. Voilà. Donc ça, c'est un exercice sur lequel on travaille souvent. C'est, voilà, maintenant vous avez une journée pour inventer l'acteur qui peut vous détruire. Et donc là, ça me permet d'identifier mes plus grandes vulnérabilités et de les travailler. Scénario avec une faible probabilité, mais avec un impact fort. Et donc là, j'essaye de collecter de l'information pour comprendre ce qui pourrait se passer. Le deuxième point, qui est plus fréquent, c'est ce qu'on appelle les rhinocéros gris. Donc c'est une chercheuse australienne qui a donné, c'est pas moi, qui fait des analogies d'animaux, je m'appuie quand même sur la recherche, qui a dit en fait, il y a des cas où il y a un énorme problème au milieu de la pièce, mais comme on n'a pas de solution, on l'évite. Typiquement, comment je fais en e-commerce pour être compétitif face à des acteurs chinois qui n'ont pas les mêmes normes, qui n'ont pas les mêmes business models et qui n'ont pas quelque part la même structure de marché, puisque en fait en Chine, il y a un acteur quasiment par vertical. Voilà. Ce problème, on n'a pas de solution tout de suite. Deuxième problème, comment je fais pour quelque part avoir une offre qui soit, bénéfique pour l'environnement, alors sans dégrader mon business model. Donc ça, c'est une question que je te poserai évidemment. Voilà. Et donc, pour collecter l'information, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place comme un service de renseignement. Je vais passer beaucoup de temps à la machine à café, je vais collecter de la data, je vais faire de l'ethno, c'est-à-dire que je vais aller observer mes clients pour capter ce qu'ils ne disent pas. Je vais avoir un réseau d'informateurs capables de voir les signaux faibles. Je vais parler beaucoup à mes fournisseurs, je vais parler beaucoup à mes clients, exactement ce que vous faites en étant dans ce salon. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est fondamental. Si vous ne le faites pas, il y a un risque de ce qu'on appelle de dépendance au sentier, c'est-à-dire que l'environnement évolue, la stratégie, quelque part, commence à se dégrader à se décaler par rapport à l'environnement. Les petits ronds que vous voyez, c'est sympa, c'est le moment où on se dit « Ah, on va peut-être pivoter, mais oui, mais non, mais on ne prend pas vraiment de décision ». Et à la fin, c'est un peu up or out, en fait. Et ça, il y a plein d'acteurs qui ont vécu cette transformation.
Troisième conseil, tu me dis quand je dépasse le temps. Ah d'accord, c'est bien parce que... Ok, c'est parfait. Génial. Bon, non mais c'est bon. Le troisième conseil, c'est... Quand on ne sait pas ce qui va se passer, comme je vous dis, il faut décider. Décider, vous n'avez pas... C'est pas comme si on disait, j'ai tel scénario avec une probabilité de 80% qui marche et l'autre 70%. Sinon, là, pour le coup, une IA, elle peut faire le choix. C'est assez simple. Là, je dois décider, donc je vais probablement faire des erreurs. Et donc, ce qui va compter, c'est de se tromper rapidement. Le problème, ce n'est pas de se tromper, c'est de se tromper rapidement. Donc typiquement, Nike a mis en place des choses comme Digital First, où ils regardent avec des modèles prédictifs comment corriger leurs appros, etc. Là, ça va être exactement la même chose. Donc j'expérimente, je repense le droit à l'erreur, j'invite mes équipes à prendre des risques, mais par contre, je suis capable de me reconfigurer extrêmement rapidement, quoi qu'il arrive. Ce qui est intéressant, c'est que dans vos équipes, parce que c'est bien de dire « ah, tu as le droit à l'erreur, etc. », qu'est-ce qui se passe? Vous en avez un qui réussit, un qui échoue. Voilà. En général, mécaniquement, on va féliciter celui qui réussit, celui qui échoue, on ne va pas le pénaliser. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus intérêt à entreprendre après ça. Ce que fait 3M, c'est que quand vous échouez, vous avez respecté un certain protocole, et bien ce qui se passe, c'est que vous allez en fait vous allez avoir un pot de célébration pour votre échec avec votre N+2. Et de cette manière-là, je renforce l'idée de dire, on ne savait pas si ça allait marcher, tu étais cohérent par rapport à la mission, tu as essayé, félicitations, ça n'a pas été payé de succès, mais la prochaine fois, tu le fais. Donc, repenser le droit à l'erreur, ce n'est pas juste se dire, je ne vais pas te sanctionner. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Alors, face à ça, et après, on interrogera Romain pour voir s'il est d'accord avec tout ça. Juste pour finir sur l'antifragilité, quelques exemples de commerçants antifragiles, de e-commerçants, donc Amazon, qui a capitalisé, effectivement, qui a su bien capitaliser sur l'explosion du e-commerce à la suite de la pandémie, qui a mis en place de l'A/B testing, évidemment, qui supprime hyper rapidement ses produits, ses services, et surtout qui a diversifié son offre. Ça, c'est fondamental, puisque quand je ne sais pas comment les marchés vont évoluer, j'ai toujours intérêt à diversifier mon offre pour pouvoir être un peu plus antifragile. Deuxième chose, Shopify, intéressant, se dit, effectivement, on voit que le petit commerce va avoir besoin de davantage d'outils. Problème, ils apportent une solution. Shine et Temu, j'en ai parlé. Ce qui m'amène, en fait, après, qu'est-ce que ça change au leadership? Ça change au leadership 3 choses. Et c'est 3 compétences qui ne sont pas forcément simples à acquérir. La première chose, c'est d'être capable d'affronter la complexité. On a été formés, tous, moi y compris, pour un monde linéaire. Donc on nous a appris à obéir, à répéter, à mémoriser, avec plus ou moins de succès. Mais ça ne marche pas dans un monde VUCA-BANI. Dans un monde VUCA-BANI, il faut être capable de gérer la complexité. Gérer la complexité, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être capable de mobiliser nos 3 formes de pensée. 1, la pensée logique, c'est-à-dire cette capacité à comprendre les situations autrement, notamment de façon systémique, en regardant toutes les incidences, toutes les dépendances. Ça, je veux dire, pour ceux qui sont habitués au PowerPoint, galère à modéliser, du coup, on n'a pas tellement envie de le faire. Deuxième chose, la pensée créative. Quand je dis pensée créative, c'est pas, attention, non, c'est 2 choses. C'est 1, être capable de se projeter dans les futurs, d'imaginer à quoi pourrait ressembler demain, de faire des scénarios. La deuxième chose, c'est de faire ce qu'on appelle de la competitive intelligence, aller piller les idées des autres. Il y a forcément un secteur qui a eu le problème que vous rencontrez. C'est peut-être pas en e-commerce, c'est peut-être en industrie, c'est peut-être en nucléaire, c'est peut-être en politique, c'était peut-être il y a 50 ans, c'était peut-être il y a 200 ans, mais ça ne sert à rien de tout réinventer. La troisième chose, c'est la pensée critique, parce que c'est sympa d'avoir des bonnes idées, mais il faut les déployer. Les déployer, il y a toujours 2 choses. Il y a la partie projet, là-dessus on n'est pas mauvais. Mais il y a l'autre partie, c'est la partie politique. Comment je fais que les gens me suivent? Parce que quand vous allez arriver en disant, tu sais, on devrait s'allier avec le concurrent, et en fait, sur l'IA, je pense qu'il ne faut pas du tout investir, c'est pas une bonne idée, mais on va plutôt faire de l'ethno. Ça ne va pas la tête? Ah mais non, on doit décider, on prend un risque. Non. Là, vous avez intérêt à avoir une bonne vision et à savoir embarquer les gens. Première compétence. Deuxième compétence, le courage. Le courage, parce qu'en général, on va vous dire, t'exagères, il n'y a pas de problème, regarde nos chiffres, ils ne sont pas si mal, puis le secteur ne va pas très bien, de toute façon. Déni de réalité. Deuxième chose, on va vous dire, c'est génial, mais c'est pas dans les process. On peut pas, tu sais, légalement, la compliance, machin, techniquement, c'est pas possible. Troisième chose qu'on va vous dire, c'est, qu'est-ce que t'as pas compris? Non, c'est pas possible, quand vous allez un peu insister. Et donc ça, une seule réponse, c'est le courage. C'est dire, et donc un acte courageux, de dire, j'ai une vision qui va au-delà, je veux contribuer à un futur qui soit plus grand, et donc, il va falloir y aller. Bon, et ça pourrait être une autre conférence si on parlait de ce que c'est le courage dans les organisations. La troisième chose, c'est les communs.
comme ce qu'on dit là, c'est finalement, rappelez-vous, les paradigmes, il y a un monde, l'entreprise, c'est des valeurs, et ça, je te laisserai, je pense que ça fera une bonne transition, c'est des valeurs, et donc, quelque part, faut se dire, finalement, qu'est-ce que je veux? Pourquoi mon entreprise est sur ce marché? C'est quoi sa finalité? C'est quoi les valeurs des collaborateurs? Pourquoi je veux me battre? L'idée, c'est de ne pas penser le monde tel qu'il est aujourd'hui, de ne pas être coincé dans son époque, mais de penser comment il pourrait être demain. Et donc ça exige de se dire, mon entreprise, elle est au service de quoi? Et la réponse de dire, elle est au service de la rentabilité maximum, est possible, encore une fois, mais par contre, il faut être clair et assumer les choix. Je vous donne un exemple, Crédit Mutuel est devenu banque à mission. Ils ont supprimé le questionnaire de santé pour les prêts. Le coût, 20 millions d'euros par an. Ce qu'ils disent, c'est pas grave, ça va, on ne veut pas que quelqu'un qui a eu un cancer puisse être à un moment pénalisé, ne puisse pas acheter sa propriété. Point. Et le coût de cette décision, c'est 20 millions. Voilà sur cette première partie. Donc voilà les trois éléments. Et maintenant, parce que on peut faire l'hypothèse que ce que je dis n'a pas de sens. Et donc, Romain, ça va être charge à toi, soit d'aller contre ce que je dis, soit pour ce que je dis. Mais je dirais que la première question que je voulais te poser, c'est déjà qu'est-ce qui t'empêche de dormir ou qu'est-ce qui te fait réveiller le matin? C'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui les tempêtes qui te préoccupent? Et la deuxième chose, c'est de toute ta vie d'entrepreneur, est-ce que tu considères que la situation est différente aujourd'hui ou au final, tu en as déjà vu d'autres et voilà, c'est peut-être un peu différent, mais voilà, c'est pas non plus un changement radical. Tu peux t'asseoir peut-être parce que ça va être long, ma réponse, je te préviens. Ouais, c'est bon, c'est pas... Ouais, tu préfères? Non, le contexte, c'est sûr qu'on est dans un contexte qui a évolué pas mal ces dernières années. Je pense qu'aujourd'hui, le contexte est particulier. Vous le savez, on est dans un monde qui est plus accéléré, plus connecté, plus brutal d'une certaine manière qu'il n'a jamais été. Donc, forcément, ça, c'est un élément de contexte important. On a un contexte géopolitique très particulier aussi en ce moment, avec derrière une espèce de lutte autour des valeurs. Quelles sont les valeurs qu'on veut, qu'on doit défendre, nous, Français, nous, Européens, versus le reste du monde. Donc ça, et on a aussi un contexte spécial qui est un espèce de contexte de révolution technologique qui est en cours avec l'IA et qui est assez particulier parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, on vit dans un monde où on a à la fois un espèce de technosolutionnisme BA. Donc l'IA va sauver toutes nos entreprises comme par magie. Il faut faire de l'IA alors que ça se trouve, on a plein d'autres problèmes à résoudre avant de se mettre à faire de l'IA. Moi, je suis pour l'IA. Je ne dis pas que je suis contre l'IA, mais j'essaie de ne pas considérer que c'est une solution à tous nos problèmes. Et sur l'environnement, c'est la même chose. On vous explique qu'on va sauver le monde et on va sauver la planète grâce à la technologie, que c'est super. Et en même temps, grand paradoxe, parce qu'on a une grande foi dans la techno, et en même temps, on ne croit plus les scientifiques qui parlent de climat et on discrédite complètement leurs paroles. Donc c'est un peu ambigu. En tout cas, c'est un contexte qui est particulier. Donc ce que je veux dire, c'est que les tempêtes auxquelles on est confronté aujourd'hui, du fait de ce contexte, elles sont évidemment quelque part plus complexes, plus difficiles à gérer. Et si je reviens au métier de e-commerçant, en tout cas à notre façon de vivre ce métier de e-commerçant, nous on a principalement 3 tempêtes qui nous préoccupent. La première, elle nous préoccupe au niveau professionnel, mais moi également au niveau personnel, vous l'aurez compris, c'est tout ce qui concerne la crise environnementale et cette espèce de rejaillissement du climato-sceptisme porté par notamment les Américains, par le gouvernement américain. Donc moi, ça, c'est un élément de préoccupation important et je pense que ça va conditionner un peu l'avenir de nos entreprises. La deuxième tempête qui me dérange beaucoup, et je suis un peu d'ailleurs dérangé par le fait que tu les aies cités comme solution, c'est l'apparition d'une concurrence déloyale qui ne répond à aucune norme, qui est la concurrence des sites chinois, donc qui est un vrai problème parce que ils sont en train de tuer le e-commerce et le commerce de façon générale. On s'en rend parfois pas complètement assez compte, mais il se trouve que je fais aussi partie du conseil d'administration de la FEVAD, et nous au quotidien, la FEVAD, on essaie de lutter contre ça. En tout cas, on essaie de faire en sorte qu'ils soient tenus de respecter les mêmes obligations que nous, ce qui est loin d'être le cas, et on le fait en sachant qu'en même temps, on est un peu des Don Quichotte qui se battent contre les moulins à vent, parce que la principale irrégularité de leur modèle, c'est qu'ils vendent à perte, et c'est très difficile d'aller prouver que quelqu'un qui produit en Chine vend à perte. Donc ça, de toute façon, on aura du mal, mais ça fait partie des tempêtes qui me préoccupent. Donc j'ai dit la crise environnementale, et puis évidemment, il y a une troisième tempête à laquelle on est confronté à cause du contexte géopolitique, c'est aussi la tempête du pouvoir d'achat. Donc nous, on vend notamment beaucoup de produits bio, et le bio a beaucoup souffert depuis 2 ans de la crise du pouvoir d'achat. Donc
la complexité de nos métiers, c'est donc par rapport aux 3 éléments que je viens de donner, c'est comment est-ce qu'on trouve des solutions qui sont à la fois compatibles avec une vision de l'environnement et de la crise environnementale, qui répondent aussi à la problématique de pouvoir d'achat de nos clients, parce qu'on ne peut pas simplement l'ignorer, et comment est-ce qu'on fait en parallèle pour lutter contre... Donc voilà, tout ça, ça fait que c'est compliqué. Alors malheureusement, je n'ai pas du tout la prétention d'arriver avec des solutions toutes faites qui vont marcher pour tout le monde, parce que moi-même, je les cherche encore un petit peu, mais ce qui est sûr, c'est que notre conviction, en tout cas chez nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire que face à ce monde agité, complexe, plus complexe qu'il n'a jamais été, nous, on est convaincus que dans ce genre de situation, il faut être capable de se raccrocher à une colonne vertébrale, à quelque chose de solide qui tient toute l'entreprise. Et pour nous, ce quelque chose de solide, c'est la raison d'être, c'est les valeurs, c'est la mission qu'on veut se donner. Donc je pense que c'est très important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, justement, d'être en capacité de redéfinir, de repartager avec l'ensemble de l'entreprise qui on est, quoi. Qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, quel rôle on veut jouer dans ce monde-là, et comment est-ce qu'on a envie, dans les 10 prochaines années, de faire évoluer nos modèles pour aller dans le bon sens. Tu vois, sur le sujet de la raison d'être, moi, ce que j'entends beaucoup c'est qu'en fait, il y a un décalage entre les dirigeants qui vont dire il y a notre raison d'être, et parfois des gens qui vont dire ah oui, mais en ce moment, il y a eu tellement de greenwashing, de dire ah ouais, mais nous, on est ce truc, on est mission, on est ici. Comment concrètement, déjà, tu as défini ta raison d'être, et déjà, quelle est-elle, et comment tu as réussi, je dirais, à embarquer tes équipes, mais peut-être potentiellement tes clients ou tes fournisseurs? Alors d'abord, la raison d'être, je vais vous la citer, même si je trouve qu'elle fait extrêmement prétentieuse, mais c'est un peu le cas de toutes les raisons d'être, parce qu'en fait, quand on doit faire des phrases qui sont très génériques, ça fait un peu genre on est le chevalier blanc, on va sauver le monde. Donc nous, c'est mieux consommer pour rendre le monde meilleur. Je vous prie de ne pas rigoler quand je vous donne la raison d'être. En tout cas, c'est ça. Et comment est-ce qu'on a fait pour répondre à ta question? En fait, c'est le résultat d'un travail collaboratif et itératif. C'est-à-dire qu'on est parti de la base, en réunissant tout le monde et en faisant des groupes de travail dans l'entreprise et en posant cette question aux gens, qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on fait, en quoi consiste notre métier, etc. Et donc, à force d'itération comme ça, on l'a défini collectivement, et le fait qu'on l'ait défini collectivement, je pense que ça joue beaucoup dans le fait qu'elle soit vécue et incarnée un peu dans toutes les équipes de la boîte. Ça c'est assez important. Et l'autre aspect, juste pour revenir sur ce que tu dis, par rapport à ces thématiques-là, c'est que donc on est devenu entreprise à mission, c'est un peu la suite logique de la définition de la raison d'être. Et après, et ça rejoint entreprise à mission, donc dans tes statuts. Oui, c'est pas quelque chose qui se décrète. Non, c'est un statut. Ouais. Bon, après, en réalité, c'est pas très contraignant. Il faut définir une raison d'être, définir des objectifs associés à cette raison d'être, les inscrire dans ces statuts. Et après, la seule contrainte, c'est que tous les 2 ans, on est audité par un organisme indépendant et qui vérifie si on a bien. Mais l'avantage majeur, et ça fait un lien, enfin ça fait 2 fois que je dis des trucs qui me font penser à quelque chose que j'ai oublié de dire mais qui est très important, que tu as évoqué un peu tout à l'heure dans ta première partie, qui est la dimension écosystémique. Donc nous aussi, on croit beaucoup, et je vais vous dire pourquoi après et comment ça s'insère dans notre parcours d'engagement. On croit beaucoup à la notion d'écosystème et à l'évolution des relations à l'intérieur de nos écosystèmes dans le futur, pour arriver justement à une situation qui soit durable et souhaitable. Et donc, on croit beaucoup à la remise en cause de ce qu'était la concurrence. Enfin, aujourd'hui, on était vraiment dans une logique de voilà, les autres, c'est des concurrents, ils sont contre moi, il faut être meilleur que ces concurrents, etc. Et on essaie de repenser notre écosystème de manière un peu différente. Donc, typiquement, quand on est entreprise à mission, on doit faire un comité de mission. Et dans ce comité de mission, on fait siéger des gens qui sont dans la boîte, mais aussi des gens qui sont à l'extérieur de la boîte. Et on a mis des concurrents. On a mis des concurrents dans notre comité de mission, on a mis des fournisseurs, on a mis des gens un peu de partout. Et c'est très enrichissant parce que justement, ça permet de rentrer dans une autre dimension. Je continue, juste sur un point sur la partie environnementale. L'autre chose qu'on a faite, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on voulait faire évoluer notre modèle économique à l'avenir. Et pour ça, on a rejoint une organisation qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. Donc, vous aviez sans doute entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait fait des propositions qui n'ont pas été mises en œuvre, mais qui avait eu le côté positif, c'est qu'ils avaient quand même réfléchi et que ça avait été quand même un élément intéressant. Et donc, il y a des gens, notamment un ancien dirigeant de Michelin, essayer de faire la même chose pour les entreprises. Et donc, on s'est retrouvé avec 150 entreprises différentes de tout secteur à réfléchir ensemble pendant toute une année sur qu'est-ce que c'était notre futur souhaitable à tous, comment est-ce qu'il fallait qu'on fasse évoluer nos modèles économiques.
Et ça a donné lieu à la rédaction d'une feuille de route. Chaque entreprise a écrit sa feuille de route pour faire transformer son modèle, pour le rendre compatible avec l'avenir de la planète au sens large, on va dire. Et voilà. Et ça, c'est aussi cette dimension écosystémique, le fait de partager ces visions-là avec plein d'acteurs différents, de même secteur, mais aussi de secteurs différents. C'était extrêmement enrichissant. Et est-ce qu'on peut revenir juste sur cette question de concurrence déloyale ? Je précise juste que mon propos, c'était de dire que ils ont des stratégies antifragiles. Je recommande pas forcément ça. Tu parlais justement de côté écosystémique. Est-ce qu'il y a des initiatives justement pour lutter contre cette concurrence déloyale ? Comment tu vois les choses ? Est-ce que tu te dis on doit s'ajuster et défendre la valeur auprès de nos clients, ou est-ce que tu penses qu'à un moment ça va rester comme ça ? En tout cas, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas chercher à les imiter, parce qu'on ne fera jamais aussi pire qu'eux. On ne sera jamais aussi bon pour faire pas bien. Donc ça sera difficile si on essaie de les imiter. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi la réponse c'est plutôt de revenir à ce que sont nos valeurs. Et d'ailleurs j'en profite pour dire quelque chose, je ne suis pas du tout nationaliste, mais il faut aussi collectivement on se rende compte que notre e-commerce en France est particulièrement vertueux par rapport au e-commerce du reste du monde, et c'est important de le dire. On a des chartes de e-commerce responsable qui sont signées par beaucoup d'entreprises, etc. Donc voilà. Excuse-moi, j'ai complètement zappé du coup ta question de départ, c'était quoi ? En fait, tu y as répondu, c'est en gros, faut-il imiter ? Ah oui, non, il ne faut pas imiter. Et est-ce que notamment avec la FEVAD, tu penses qu'il y a des réponses qui peuvent être collectives ? La problématique qu'on a, et c'est une problématique aussi géopolitique, c'est qu'on est français, mais en fait, on serait beaucoup plus fort si on réagissait au niveau européen. Et donc, nous, on porte ces sujets-là auprès de la Commission européenne, et qui nous a reçus avec beaucoup de sympathie, et qui a dit qu'effectivement, ils allaient faire quelque chose. Et on leur a dit quand. Ils ont dit, le temps que tout se fasse, ça sera en 2028. Donc, on a dit, 2028, le problème, c'est qu'on sera probablement tous morts d'ici là. Donc, il va falloir faire autrement. Mais non, mais tout ça pour te dire que je crois beaucoup à la dimension écosystémique, au fait de faire les choses en groupe et de manière conjointe pour lutter contre ces sujets-là. J'essaie, en tout cas, l'idée que je propose, c'est de dire qu'il va falloir décider, non plus choisir. Est-ce que tu peux partager avec nous peut-être une ou deux décisions qui, justement, ont été peut-être dures à prendre, dures à assumer, et peut-être dans le cadre notamment, ce qui serait intéressant, de tes financeurs, parce qu'à un moment, le changement de modèle économique, j'imagine qu'il y a peut-être une dégradation de la rentabilité. Est-ce que tu es suivi ? Comment tu... Alors, ce n'est pas une dégradation de la rentabilité, c'est une dégradation du chiffre d'affaires, ce qui est un peu différent, mais ce qui, moi, en réalité, ne me pose pas du tout de problème, parce qu'on n'a pas mis la croissance du chiffre d'affaires comme un objectif de l'entreprise. Moi, je pense à deux choses pour te répondre. Dans le type de décision, en tout cas, si je me dis qu'est-ce qu'on a mis en œuvre, qui sont des choses auxquelles on n'aurait pas du tout pensé il y a 10 ans. D'abord, tout ce qu'on a refait sur l'engagement, donc ce que je vous ai cité, l'entreprise à mission, la Convention des entreprises pour le climat, qui a été hyper structurant pour l'entreprise. Et le deuxième, c'est plutôt un truc autour du management. Moi, j'ai l'impression aussi, mais c'est assez personnel, qu'on a besoin dans nos entreprises de retrouver le sens. Et le sens, je vais dire un truc qui est un peu militaire, et le sens de la mission. C'est-à-dire que en fait, nos entreprises fonctionnent quand une personne dans l'entreprise, n'importe où dans l'entreprise, comprend sa mission, comprend comment sa mission s'intègre dans la mission de son équipe, comment la mission de son équipe s'intègre dans la mission de son département, et comment la mission de son département s'intègre dans la mission globale de l'entreprise. Et quand tout ça s'est aligné, quand il y a cette compréhension de la mission à ce point-là, en général ça marche. Et qui est très fort, d'ailleurs c'était rigolo que tu l'aies mis, qui est très fort pour gérer des situations avec des risques multifactoriels, etc. Souvent, c'est les militaires qui ont l'habitude de ce genre de situation. Donc, ce qu'on a fait, et ce que j'aurais pas du tout imaginé il y a 10 ans, c'est qu'on a fait intervenir des militaires qui sont venus nous expliquer qu'est-ce que c'était qu'une mission, comment est-ce que fonctionnait la chaîne de ce qu'ils appellent le dialogue de commandement dans l'armée. Et sincèrement, ça a été quelque chose de complètement structurant pour la boîte. Et donc, aujourd'hui, typiquement, à chaque fois qu'on fait un projet, on se comporte comme des militaires. Donc, on va faire un brief de projet, qui est normalement un brief de mission, mais je vais donc briefer par exemple les gens du comité de direction sur un grand projet qu'on veut lancer. Je leur donne quelques jours, ensuite ils reviennent me voir et ils me font ce qu'on appelle un back brief, donc c'est-à-dire qu'ils m'expliquent qu'est-ce qu'ils ont compris de mon brief et comment est-ce qu'ils vont le mettre en œuvre, à quelles ressources, etc. Une fois que ça c'est fait, qu'on a commenté, qu'on a fait évoluer les choses, on fait ce qui s'appelle un rehearsal. Donc là, cette fois-ci, c'est tout le monde revient ensemble et chacun, devant tous les autres, va expliquer quel va être son rôle dans la mission, ce qu'il va faire, comment il va mettre en œuvre, etc. Et une fois que tout ça est fait, on lance le projet. Et une fois que le projet est fini, on fait un débrief. Donc c'est vraiment, on n'a rien inventé, on a repris
vraiment ce qui se fait dans l'armée, mais hyper enrichissant et très, très efficace justement contre les situations complexes, avec beaucoup de facteurs qui changent au fur et à mesure de la mission, parce que quand chacun est complètement au fait de sa mission et de comment sa mission s'imbrique dans la mission globale, c'est beaucoup plus simple de réagir. Et quels sont je dirais, là, à l'audience, tu veux dire, voilà, lundi, il faut retourner au bureau. C'est quoi les 3 actions super concrètes, très micro, que tu recommanderais? En tout cas, tu dirais, je pense que ça serait une bonne idée au vu des tempêtes et au vu de... Honnêtement, je sais pas si je me sens je me sens pas qualifié pour donner des solutions à appliquer à tout le monde, mais voilà, si vous avez pas fait cette démarche, là je vais prôner un peu pour ma paroisse, mais si vous n'avez pas fait cette démarche de raison d'être, de mission, etc., moi j'encourage tout le monde à le faire, parce que je trouve que même humainement, même personnellement, en tant que dirigeant, c'est hyper enrichissant. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Et le deuxième truc que je dirais, c'est peut-être quelque chose que tu as mentionné, c'est la dimension écosystémique. C'est-à-dire vraiment repenser, réétudier un peu tout son écosystème, qui sont les gens avec... D'ailleurs, ici, c'est un bon exemple, hein, d'ailleurs, parce que moi, je le vois ici, qu'est-ce qu'on fait finalement? On se voit tous, on boit des coups le soir, etc. Mais à la fin, on voit le CTO de telle boîte qui parle au CTO de telle autre boîte, qui parle au CTO de telle autre boîte, tout le monde partage ses solutions, qu'est-ce qu'on fait, voilà, qu'est-ce que vous faites? Et c'est comme ça qu'on réussit à avancer, finalement, en ayant une vision de l'écosystème qui est un peu différente de la vision traditionnelle du concurrent, de l'opposant, quoi. Voilà. Moi, peut-être, pour compléter, je m'auto-pose la question, du coup. Des 3 choses, mais qui sont un peu en complément avec ce que tu dis. Moi, je dirais que j'insisterai sur ce que tu as dit sur la concurrence. Je pense qu'il y a un vrai mot, c'est « alliez-vous ». Tout seul, ça va être galère. Et c'est un peu l'image de la tortue romaine, quoi. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de se créer un gros bouclier commun. C'est plein de petits boucliers qui, mis ensemble, deviennent une sorte de carapace. C'est-à-dire qu'il y a toujours une forme d'autonomie, mais en même temps un collectif. S'allier, ça ne veut pas dire attends, on partage tout, etc. Il y a vraiment des manières intelligentes et de penser la compétition en coopétition, en complémentarité, etc. Donc penser plus large, et pour moi c'est ça. Je pense que si je rentrais lundi au bureau, je me dirais tiens, je vais lister les gens avec qui, bon, ça me paraît un peu bizarre de bosser, mais ça me ferait peut-être plaisir parce que je sens qu'on a le même ADN, etc. Ça peut être des fournisseurs, des clients, qui que ce soit. La deuxième chose, je crois qu'il y a cette histoire de, justement, quand tu parlais du rehearsal, de skin in the game. C'est-à-dire qu'il y a un projet, il y a tout l'occasion de dire « Ah non, mais ça, je peux pas, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, l'IT marche pas, j'ai pas les budgets. » Ok. Mais par contre, une fois que tu as signé et que tu as dit « Ok » et que tu n'as pas dit « Il y a un problème », tu t'engages. C'est-à-dire, voilà, que les gens qui donnent des recommandations, vraiment qu'il y a un engagement très fort avec cette capacité de dialogue. Et ce qui m'amène, je pense, au 3e point, c'est d'encourager les dialogues, les désaccords. La pire chose, je pense, qui peut arriver dans une entreprise, c'est quand tout le monde est d'accord. Ça veut dire que soit il y en a qui n'osent pas parler, et ça c'est dangereux, soit la deuxième chose, c'est que en fait, tout le monde s'en fout. Et donc, oui, ok, d'accord, de toute façon, je suis là où je suis pas là. Ou troisièmement, c'est que c'est une idée qui n'est pas une bonne idée, puisqu'elle est évidente. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et sur la fabrique de l'erreur, il y a des méthodes aussi, toujours inspirées du militaire, qui consistent, quand vous avez un projet, à faire parler le moins gradé jusqu'au plus gradé, en lui disant « Qu'est-ce que tu as compris de la situation ? Qu'est-ce que tu ferais ?» Et ainsi de suite. Dans l'armée, on a tendance à se dire « Ah non, c'est l'endroit, il n'y a pas de désaccord. » C'est pas vrai. Il y a énormément de dialogue, parce qu'il y a quand même des vies en jeu. Mais par contre, une fois qu'on est arrivé à ce consensus, qu'on a fabriqué le consensus par du débat, à ce moment-là, on est tous alignés. Et donc peut-être en conclusion, parce que malheureusement, on n'a pas plus de temps. On va penser qu'on est un bureau de recrutement de l'armée de terre, là. Hein. Si vous voulez signer, c'est horrible. C'est là-bas, on prend vos candidatures après. Non, mais il y a beaucoup à apprendre de cette institution et beaucoup de choses à ne pas apprendre aussi. Peut-être pour moi, en tout cas, en conclusion de cette conférence, le pire, c'est peut-être ça, et ça, moi, je le vois souvent, hein, puis on le fait tous, c'est notre priorité, c'est de satisfaire nos clients, sauf quand c'est dur, pas rentable et qu'on n'a pas le temps. Structurellement, dans la tempête, tout est dur, rien n'est rentable et on n'a pas le temps. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de le fait d'ériger le confort comme je dirais, une quête pour les équipes, c'est pas forcément pertinent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de soutien, ça veut juste dire que c'est dans le stress qu'on a du mouvement. Stress, ne le prenons pas négativement, mais en tout cas dans le fait de dire « je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis armée pour ». Ce que je trouve aussi intéressant, c'est de vous citer ces 2 exemples. Le premier, on ne change pas les entreprises par décret. Le changement, il ne vient pas forcément du DG qui après fait retomber. À chaque
entité, à chaque cellule d'une entreprise, on peut la faire changer. Il faut 12% dans un collectif, 12% de gens qui ont le même avis pour renverser quelque chose. Donc ça, c'est important. Et je vous parle du discours de Solzhenitsyn en 78 à Harvard, qui vient faire le discours, qui vient de Russie, qui est réfugié politique. Et il fait ce discours à Harvard, et tout le monde croit qu'on va dire le capitalisme c'est génial, vous êtes trop fort aux États-Unis, etc. Et il dit pas du tout ça. Il dit vous êtes en train de mourir de votre confort, vous faites confiance qu'à la règle, à la loi, au process, et ça vous déresponsabilise. Et aujourd'hui, il y a besoin d'un sursaut, d'une forme de sursaut spirituel, pour sortir de ce confort et aller vers une amélioration de notre civilisation, en tout cas un saut de notre civilisation. Et peut-être en conclusion, face aux tempêtes, il faut penser son propre monde au-delà de son époque. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et j'aime ce que tu as dit, on aurait tendance à dire bon, comment je fais pour être Temu, Shine ou autre ? En fait, ça ne marchera pas. Si ça marchait, pourquoi pas ? À la limite, chacun sa vision du monde. Mais ça ne marchera pas. Donc on est obligé d'inventer autre chose qui n'existe pas encore. Merci, je ne sais pas si vous avez des questions. Non, c'était clair. Merci beaucoup. Et on a tenu le temps. Merci Romain.